Constitution du Sénégal et défendre l'état de droit. Le mémorandum que je vais présenter est un mémorandum en 9 points, dont le premier est intitulé « Les éléments du complot d'État ». Dans ce point, nous vous expliquons comment et en quoi M. Macky Sall est un tueur en série d'opposants. En lisant cette partie, nous vous donnons la preuve que Macky Sall est un tueur en série d'opposants. Le deuxième point, sous-point du premier point, c'est le prétexte Covid-19 et la restriction des libertés civiles et politiques au Sénégal. Ensuite, la femme comme arme politique dans un scénario mal ficelé. Nous vous disions qu'il y avait comme une sorte de studio de film au Sénégal où un scénario avait été monté. Malheureusement, ce scénario a été mal ficelé et on a utilisé le corps de la femme, ce qui est fort regrettable. Le quatrième sous-point de ce premier point, c'est le forcing du placement sous mandat de dépôt et le piège du contrôle judiciaire. Le second point porte sur les violations multiformes des droits d'Ousmane Sonko, avec une série de sous-points dont la restriction de ses libertés et l'immixtion arbitraire dans sa vie privée. Il y a également la convocation illégale que nous avons pu tous constater, la violation de la présomption d'innocence, la violation de la procédure parlementaire de levée de l'immunité parlementaire. Madame l'honorable Aïda Mbodj, ici présente, vous le savez, a joué un rôle de premier plan dans ce combat. Nous avons également une procédure d'inculpation viciée et l'ensemble des praticiens et professionnels du droit vous en attesteront et vous en donneront la preuve. Le troisième point, c'est l'arrestation arbitraire et l'origine des manifestations. Dans ce point, nous vous donnons la preuve que c'est cette arrestation arbitraire et illégale qui a été la cause et le déclenchement de toutes les manifestations, donc la cause également de toutes les violences qui en ont suivi et aussi de toutes les pertes en vies humaines. Nous vous parlerons en cinquième point de la répression aveugle et disproportionnée de l'État. Nous expliquons dans ce point pourquoi et comment, et nous nous interrogeons avec les Sénégalaises et Sénégalais pour nous demander pourquoi dans un pays comme le nôtre, au XXIe siècle, on a senti le besoin de sortir des armes, de les diriger contre des Sénégalais, de tirer quelquefois à bout portant pour assassiner et tuer des Sénégalais. Nous ne pensions pas cela possible dans notre pays et cela est arrivé. Il faudra qu'on en tire les conséquences de droit. Nous vous parlerons en sixième point du recours aux milices de la terreur que nous avons vu défiler dans les rues de Dakar. Nous vous parlerons également de l'intervention des guides religieux que nous saluons, dont nous nous réjouissons, qui à un moment donné sont sortis pour prendre leurs responsabilités et assumer leur rôle de ressort et d'acteurs de paix pour apaiser la situation et aider les Sénégalais à dépasser ce traumatisme. Nous vous parlerons du langage de la haine et des discours vindicatifs que nous avons tous entendus venant du pouvoir. Et enfin, nous vous parlerons de la responsabilité de l'État et les recours juridictionnels ou les recours que nous avons l'intention de mener, de monter pour que ce dossier ne reste pas impuni. Sur le premier point dont je vous ai parlé, le président Macky Sall, tueur en série d'opposants politiques, en partant de l'article 58 de la Constitution du Sénégal, il est écrit ceci: la Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du gouvernement le droit de s'opposer. Notre Constitution sénégalaise dit des hommes et des femmes ont le droit de constituer des partis politiques, de choisir de mener leur activité, non pas dans le pouvoir, mais dans l'opposition, et que la Constitution leur garantit le droit de s'opposer. Il est dès lors exclu et incompréhensible, voire inacceptable, que dans un pays dont la Constitution reconnaît ce droit aux partis politiques, qu'un État, qu'un gouvernement, qu'un régime s'arroge le droit d'anéantir l'opposition, de détruire l'opposition et de dire qu'il n'y aura pas d'opposition au Sénégal. Nous avons fait ici une citation où M. Macky Sall le dit lui-même. Lors d'un meeting
qu'il a tenu en avril 2015 à Sokone, il disait à ses partisans, amenez les gens d'où qu'ils viennent, à n'importe quel prix, avec n'importe quel moyen. Nous allons réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est ce qu'il a dit au vu et au su de tout le monde. Et depuis ce jour-là, Macky Sall n'a ménagé aucun effort pour traduire en acte cette volonté qu'il a fermement exprimée. Le premier acte dans ce sillage, c'est la liquidation de tous les adversaires qu'il sentait comme étant des menaces pour l'obtention d'un second mandat. Et le premier est M. Karim Wade, qui visiblement était parti pour être le candidat de son parti, le Parti démocratique sénégalais, en 2019, si des actes n'avaient pas été posés à son encontre. À la suite de Karim Wade, ce fut en 2017, au tour de M. Khalifa Sall, maire de Dakar, qui a été accusé, arrêté, jugé et condamné, ce qui lui a fait, bien entendu, perdre ses droits. Et évidemment, le prétexte était fallacieux, sous un faux prétexte de détournement de deniers publics. Mais dans un pays comme le Sénégal, où on voit comment les deniers sont gérés par le régime, on peut se demander comment on peut accuser Khalifa Sall d'avoir mal géré ou d'avoir détourné des deniers publics. Mais ce qui était important pour eux, c'était de le poursuivre, de le condamner et de lui faire perdre ses droits et l'ensemble des prérogatives qui pouvaient l'amener à être candidat. Après avoir posé ses actes contre Karim Wade et Khalifa Sall, il fallait bien entendu continuer de plus belle. Et la tentative de liquidation de l'opposant, le député Ousmane Sonko, rentre dans le sillage de cette même volonté, puisqu'il est de notoriété publique qu'il est l'opposant le plus farouche à ce régime et de plus en plus apparaissait comme une menace extrêmement sérieuse pour leur dessein consistant à installer une dictature dans le Sénégal fondée sur le népotisme, la corruption et le clientélisme. Et donc, il fallait aussi l'écarter et l'éliminer, ce qui les a bien entendu amenés aussi, après avoir tenté beaucoup de manœuvres et d'autres types de stratégies, toutes les plus contestables que les autres, finalement à fomenter ce complot sordide pour pouvoir également l'écarter de la course à la présidentielle ou de faire en sorte qu'il ne soit pas un frein ou un obstacle à leur tentative. Mais ce qui est aussi curieux, c'est que cette tentative de liquidation du député Ousmane Sonko a été fomentée et faite dans un contexte où le Sénégal, à l'instar de tous les autres pays du monde, vivait dans les affres, dans les difficultés liées à la Covid-19. Au moment où partout dans le monde, les gouvernements s'évertuaient à trouver des stratégies pour protéger leur population, inventer des vaccins, trouver des moyens financiers pour soulager l'artisanat, l'économie, les agriculteurs et les autres, ici au Sénégal, on a fait de la Covid-19 un prétexte pour réduire les libertés, anticiper sur les prérogatives de l'Assemblée nationale que le pouvoir exécutif finalement s'est arrogé et s'est donné le droit de restreindre les Sénégalais, de pouvoir les brimer et d'utiliser la Covid-19 comme un instrument de gouvernance, mais de gouvernance restrictive de liberté et de gouvernance négationniste. Vous vous souvenez d'ailleurs que les Nations Unies avaient dit le risque de la Covid-19, c'est dans certaines parties du monde de voir émerger des vrais potentats, des dictateurs qui profiteraient de ça pour davantage brimer leur peuple et réduire les libertés. Eh bien, cela s'est quasiment passé ici au Sénégal. Le deuxième élément sur ce complot, c'est malheureusement, nous le regrettons, l'utilisation du corps de la femme comme une arme politique. Dans ce scénario qui malheureusement a été très mal ficelé, vous en convenez avec nous. Leur objectif était de manipuler et d'instrumentaliser une jeune dame, d'utiliser les moyens de l'État et tout l'appareil répressif et judiciaire pour parvenir à leur fin. Malheureusement, je crois que la stratégie
le fruit n'a pas porté la promesse, en tout cas de ce qu'ils pensaient être les fleurs de leur trouvaille. Finalement, tout s'est effondré. Mais le regrettable que nous regrettons et que la communauté internationale et les mouvements de femmes surtout regrettent avec nous, c'est que pour la première fois au Sénégal, on en est arrivé à ce niveau de bassesse, d'utilisation du corps de la femme pour détruire et anéantir des adversaires politiques. Et si on se mettait à aller dans ce sens, comme le fait ce régime, notre pays ne serait plus reconnu. En tout cas, il deviendrait méconnaissable vis-à-vis de la communauté internationale, puisque jusqu'ici, personne ne nous a vus ou ne nous a connus dans ce type de pratiques politiques nauséabondes et qui, aujourd'hui, ont fini de démontrer que ce régime ne recule devant rien, y compris devant les choses les plus sordides. L'élément suivant dans ce complot, c'est le forcing du placement sous mandat de dépôt. Tout a été mis en place pour aller le cueillir, l'arrêter et de le mettre en mandat de dépôt, sous mandat de dépôt. Tout a été organisé dans ce sens. Tous les actes, tous les faits, toutes les paroles ont été organisées dans ce sens. C'était comme si, quoi qu'il se passe, il fallait l'arrêter le plus rapidement possible, le mettre hors d'état et pouvoir après faire ce qu'il voulait faire. Mais la stratégie consistant à faire un forcing pour le mettre hors d'état de nuire, en tout cas sous mandat de dépôt, c'était visible en tout cas à 1000 lieues. Et l'intervention du procureur de la République a été à tous les moments de cette procédure la preuve irréfutable, ses postures, ses gesticulations, sa précipitation, qui a fini d'ailleurs par trahir leur volonté. Tout ça a concouru à attester de ce que je viens de dire, cette volonté de faire un forcing. Les premiers éléments, c'est d'ailleurs l'arrestation dès le 8 février, cette tentative d'arrestation d'un député qui jouissait encore de son immunité parlementaire, parce que s'il n'y avait pas eu de volonté de l'arrêter, on n'aurait pas dû faire une convocation, parce qu'on était persuadé, tout le monde le savait, qu'il ne pouvait pas être convoqué, puisque jouissant de son immunité parlementaire. Mais ils étaient prêts à passer outre, juste pour atteindre leurs objectifs. Les pressions diverses et multiformes qui, par la suite, ont été exercées sur la dame, propriétaire de ce salon de massage, lui mettant la pression alors que cette dame venait d'accoucher d'un bébé prématuré, bébé kangourou de quelques mois seulement, entendu, traqué jusque dans la salle de maternité pour la faire craquer et lui faire tenir un discours, un langage compromettant vis-à-vis de l'accusé. Ça également, c'était un acte que les Sénégalais ont pu observer avec regret et dégoût, qui prouvait que le gouvernement était dans sa stratégie aussi pour faire ce forcing et pouvoir arrêter le député Ousmane Sonko et le mettre hors d'état de nuire. Le procès verbal de l'enquête de gendarmerie, vous l'avez suivi avec nous, qui était dans l'espace public, avait tout dans sa forme comme dans son fond qui disculpait l'accusé. Mais ils ont passé outre pour dessaisir la gendarmerie et enclencher une autre procédure plus rapide vers le juge d'instruction pour passer rapidement vers l'Assemblée nationale et obtenir aussi gain de cause, puisque au niveau de la gendarmerie, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ça également, le procès verbal en atteste, et je crois que ce procès verbal, vous l'avez tous vu et vous pouvez en attester. Vous pouvez d'ailleurs le relire pour voir la preuve de tout ce que nous venons de vous dire. Il y a ensuite toute cette série d'événements, dès le 2 février, ensuite le 9 février, le 3 mars, le 8 avril. Toutes ces dates ont été organisées, calibrées, et à chaque étape, vous avez vu des sortes d'accusations, des discours et des actes et pratiques du gouvernement qui consistaient à charger l'accusé et pour ne lui reconnaître aucune circonstance, aucune présomption d'innocence, mais tout visait à le compromettre et à le charger pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et cela, bien entendu, ne pouvait mener qu'à une chose, à la violation des droits de l'accusé. En forçant, en poussant à passer outre le droit et toutes les procédures judiciaires normales dans notre pays, ils ont commis une violation flagrante des droits de l'accusé, puisque tout le monde a le droit à la présomption d'innocence, tel que le déclare d'ailleurs, nous l'avons mis ici en citation,
la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dispose que nul ne sera objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ses correspondances, ni d'atteinte à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions et de telles atteintes. Eh bien, nous pouvons vous dire, et vous l'avez aussi observé, que le député Ousmane Sonko n'a pas bénéficié de ces droits conférés par la Déclaration universelle des droits de l'homme au Sénégal. Dès le début, tout de suite, ils l'ont accusé, ils l'ont condamné avant même d'aller au tribunal, ils ont violé ses droits, ils lui ont dénié la présomption d'innocence. Et tout a concouru à aller dans le sens de ce qu'ils voulaient atteindre comme objectif. Et c'est cela aussi que nous vous livrons ici. Quand vous lirez le document, il y a un ensemble de faits qui en attestent et des preuves irréfutables qui peuvent l'attester et en témoigner. Une des manifestations tangibles de cette violation, c'est la convocation illégale, je l'ai dit. Un député, l'honorable député Aïda Mbodj est ici présent. L'honorable député Cheikh Bamba Dièye est ici. L'honorable député Guirassy est en route. Ils se sont illustrés à l'Assemblée nationale du Sénégal en portant ce dossier et en menant le combat à l'intérieur comme à l'extérieur. En se disant que eux-mêmes et le peuple qu'ils représentent avaient une haute idée de notre institution parlementaire. Même si les pratiques des députés du moment pouvaient nous sembler contestables par moment, l'institution parlementaire reste une institution sérieuse dans une république et dans le Sénégal que nous voulons. Nous avons espéré que les parlementaires, pour une fois, poseraient des actes qui iraient dans le sens de ce que le peuple sénégalais voulait. Nous n'avons pas eu ça de la majorité. Ces députés nous ont honorés. Ces députés, honorable député Aïda Mbodj, honorable député Moustapha Guirassy et honorable député Cheikh Bamba Dièye, seuls, et d'autres certainement, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, Madame Sabara, et puis d'autres. En citant, vous voyez qu'il y en a vraiment les députés de l'opposition, avec Madame Mame Diarra, députée honorable Mame Diarra Fam. Ils se sont vraiment illustrés dans ce travail et nous les en remercions. Le peuple sénégalais leur en sera éternellement reconnaissant puisque vous avez sauvé notre pays d'une dégradation durable de son image et de sa réputation, puisque ce que vous avez posé comme acte montre effectivement qu'il y en a encore qui refusent l'arbitraire et qui refusent l'inacceptable, y compris au niveau de l'Assemblée nationale. Donc cette convocation illégale avec toutes ses conséquences, vous pourrez voir dans le document tout ce qu'on en a dit. La violation de la présomption d'innocence, vous verrez également toute la procédure lorsqu'on sort un réquisitoire contre X, mais que curieusement X devient une personne connue alors que rien ne pouvait le prouver en amont ou a priori. Qu'est-ce qui justifiait cela? Pourquoi dans un réquisitoire, il y en a dont on cite le nom, il y en a un autre, comme par hasard, dont on ne cite pas le nom, mais on trouve le moyen, une fois à l'Assemblée nationale, de savoir de qui on parlait. Alors, dans des cas comme ça, aucune argutie juridique, aucun montage ou aucune stratégie ne peut amener à ne pas voir qu'il y a effectivement anguille sous roche, parce que c'était trop gros pour pouvoir passer. Entre le procureur de la République, le juge, le ministre de la Justice et l'Assemblée nationale, la ficelle a été trop grosse pour pouvoir passer. Et nous l'avons également démontré dans ce document. Lorsque vous le lirez, vous verrez effectivement qu'à cause de tout ça, ou du fait de tout ça, la présomption d'innocence a été totalement violée par un ensemble de démarches, d'actes qui ont été posés les uns après les autres. La violation de la procédure parlementaire, comme je viens de le dire, la procédure aussi d'inculpation qui a été viciée, parce que là également, le procureur n'avait été obnubilé que par une chose, il fallait lui mettre la main dessus. Quoi qu'on ait pu faire et quoi qu'il se passe, il fallait tout faire pour l'arrêter. Après, on verrait. Et c'était ça leur stratégie. Et c'est ce qui les a trompés, qui a fait finalement qu'ils se sont complètement fourvoyés et gourés, parce qu'à force de monter, de recouper, de coller, on finit par se perdre dans les méandres de sa propre stratégie, surtout lorsqu'elle n'est pas très bien montée et lorsqu'elle est mal ficelée. Finalement, n'ayant pas réussi à passer par la bonne procédure et qu'il fallait quand même l'arrêter, on tord le bras, on tord le cou au droit pour quand même passer à l'arrestation. Et c'est ce qui nous a amené
à cette arrestation arbitraire qui est à l'origine des manifestations. Qu'est-ce qui s'est passé? L'honorable député Ousmane Sonko est convoqué. Il accepte de s'y rendre. Il quitte son domicile, prend la route du tribunal. Spontanément, ses partisans sortent pour l'accompagner. On en a déjà vu dans le passé au Sénégal. Nous ne sommes peut-être pas très vieux. Nous l'avons fait pour Abdoulaye Wade en son temps. À chaque fois qu'il fut convoqué, tous ceux qui étaient là, partisans comme non partisans, étaient sortis pour l'accompagner. Nous l'avons vu plus récemment en 2012, avec celui qui est président au Sénégal lui-même, Macky Sall. Il a été convoqué, il a été accompagné par ses partisans et par d'autres Sénégalais qui se battaient pour la justice, pour la démocratie et pour l'état de droit. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au Sénégal, encore en 2021, lorsque le député Ousmane Sonko est sorti de son domicile pour aller répondre aux juges, des Sénégalais sont sortis pour l'accompagner. Rien ne se serait passé si la police n'avait pas chargé. Si en cours de route, et ayant su que le juge qui devait le recevoir s'était dessaisi, ça aussi, ce sont des preuves irréfutables. C'est en cours de route que eux, État, puisqu'ils le savent que le juge qui devait le recevoir ne le fera plus. Du coup, ils se disent, cet accusé ne doit jamais arriver au tribunal, puisqu'il fallait trouver le moyen, soit d'avoir un autre juge, ou bien de trouver une autre alternative. Il fallait l'arrêter en cours de route, et on a créé un incident en chargeant, en bastonnant et en gazant, y compris les journalistes, pour les disperser. Et les caméras, en tout cas les caméras qui restaient là, ont pu constater une arrestation publique, parce qu'il y avait au moins une jeune dame planchée quelque part avec son téléphone portable qui passait le direct sur Facebook. Et finalement, plutôt que d'aller au tribunal, on l'a conduit à la gendarmerie. C'est inédit dans les annales de tout ce qu'on a connu jusqu'ici, en termes de violation, en termes de pratique arbitraire d'un État censé être démocratique et censé être un État de droit. On ne peut pas violer le droit comme un morceau de tissu en coupant et en collant juste pour atteindre ses objectifs. Cette insécurité juridique et judiciaire est ce que nous condamnons et nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Et c'est ce qui s'est passé et ça fait partie des choses que nous abhorrons et pour lesquelles nous nous mobilisons, contre lesquelles nous nous mobilisons. Donc cette arrestation arbitraire, vous verrez également dans le détail de ce document, puisque je vais vous laisser une partie du travail de lecture. Vous aurez la possibilité vous-même d'aller dans les meilleurs du document et de prendre ce qui vous intéresse. Vous verrez également tout ce qui est lié à cette arrestation arbitraire, les différentes péripéties qui, après la stèle Mermoz où on l'a arrêté, l'a conduit finalement à la gendarmerie et tout ce qui s'en est suivi. Évidemment, cette arrestation arbitraire, vue par les Sénégalais, observée, ne pouvait pas ne pas déclencher. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, si ce régime était assez intelligent pour connaître la psychologie du peuple sénégalais, ils auraient compris qu'un acte aussi inacceptable ne laisserait pas indifférent. Les Sénégalais devaient réagir moralement. Le Sénégalais avait l'obligation éthique, en tout cas c'est ce que nous a appris, c'est dans notre éducation, c'est que lorsqu'il faut vraiment se lever pour refuser l'inacceptable et sauver l'honneur, il fallait le faire. Et c'est ce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait, jeunes et moins jeunes. Et c'est ce qui a amené justement cette résistance farouche du peuple sénégalais dans toutes les régions du pays. Et c'est unique dans les annales également. Pour la première fois, on a vu les Sénégalais, pas seulement à Dakar, tous passer en général à Dakar, mais simultanément, spontanément, partout dans le pays, les Sénégalais se sont levés et se sont mobilisés pour opposer cette résistance farouche, non pas à nos forces de défense et de sécurité que nous respectons, mais à ceux qui les commandent de là-haut et qui ne se refusent rien, et qui téléguident, et qui utilisent et manipulent les instruments et les ressources de l'État à des fins politiques. Et c'est contre cela que les Sénégalais se sont révoltés et ont opposé une résistance extrêmement héroïque, malheureusement, qui a conduit à mort d'hommes. Justement, on y reviendra, puisque face à cette résistance héroïque, l'État a perdu son sang-froid, a perdu ses moyens, a perdu la raison quasiment pour opposer une force
et une violence inouïe qui nous a conduit à ce que nous sommes en train de vivre avec beaucoup de regrets. Donc face à une résistance légitime d'un peuple qui n'avait que des pierres, ce sont des jeunes Sénégalaises et des Sénégalais, ceux qui disaient après qu'il y a eu des forces occultes, comment dire ça, des forces occultes ou des forces obscures ou des rebelles ou je ne sais quoi qui viendraient d'où, allez leur demander aujourd'hui où se trouvent ces forces. Où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'elles ont disparu comme ça miraculeusement? S'il y avait eu des forces qui étaient rentrées dans ce moment-là au Sénégal, une semaine après, elles sont où? Comment sont-elles sorties du territoire? Si elles sont restées, pourquoi ne va-t-on pas les arrêter et les cueillir? Si elles sont sorties du territoire pour retourner d'où, je ne sais où elles sont venues, pourquoi on les a laissées filer? C'est pour vous dire simplement qu'il n'y avait aucune force autre que des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est simplement parce qu'ils n'ont jamais vu une résistance aussi forte et aussi déterminée qu'ils se sont dit, ces gens-là ne sont pas des Sénégalais. Eh bien, ils étaient de Yeumbeul, ils étaient de Thiaroye, ils étaient de la Médina, de Dakar Plateau et de tous les quartiers de Dakar. Mais également, ils étaient des régions. Ce sont nos frères, ce sont nous-mêmes. Nous étions tous dehors en train de faire ce que nous avions à faire pour l'histoire. Donc, je vous rassure, il n'y a eu aucune force obscure ou occulte. Il y avait des Sénégalais qui avaient décidé de préserver leur démocratie et l'état de droit. Et cette répression de l'état du Sénégal, répression aveugle, répression irréfléchie, répression regrettable, et aujourd'hui, répression condamnable et qui fera l'objet de suites, bien entendu, nous y reviendrons, mais vous me permettrez simplement de dire que l'actualité vous montre effectivement, avec la présence de la Cour pénale internationale dans notre pays, que ces répressions-là ne resteront pas impunies. Et toutes celles qui viendraient après, et on en profite pour le leur dire, toute autre répression, tout autre abus, toute autre violence ou assassinat sera également traqué, débusqué et livré à la communauté. S'il n'y a pas de justice au niveau national, il y en aura au niveau international. Donc qu'ils le sachent, s'il n'y avait pas eu cette répression aveugle et injustifiée, il n'y aurait pas eu autant de morts. Malheureusement, nous déplorons 13 victimes innocentes qui sont âgées de 12 à 35 ans. Nous le regrettons beaucoup. Il y a eu plus de 600 blessés un peu partout dans le pays, dont des blessés extrêmement graves, des mutilés, des éborgnés, et tout ça aurait pu être évité si bien en amont des esprits tordus n'avaient pas inventé un complot et si bien après ceux qui étaient censés nous protéger et nous aider n'avaient pas sorti les armes contre nous pour nous assassiner. Il y a également eu dans le sillage de cette répression policière, en tout cas des forces de sécurité, puisque jusqu'à preuve du contraire, ce sont ces forces qui étaient censées sortir, mais nous ne pouvons pas occulter le fait qu'à côté de ces forces, nous avons vu des milices, nous avons vu des nervis, armés de gourdins, armés d'armes à feu, et tirant quelquefois dans les rues de Dakar, et des vidéos existent aussi qui en attestent. Nous avons consigné l'ensemble de ces vidéos, dont certaines images et vidéos ont été déjà transmises à la Cour pénale internationale, mais également aux autres institutions judiciaires internationales. Vous en verrez également les détails, et dans les annexes, vous avez toutes les preuves de ce que nous disons dans ce chapitre-là. Au plus haut de la crise, de la tension, des difficultés, lorsque le pays était angoissé, lorsque tout le monde avait peur, parce qu'un pays comme le Sénégal qui voit 13 de ses enfants tomber, aucun Sénégalais n'était plus en sécurité. Tout le monde avait peur et tout le monde était angoissé, parce que nous ne connaissons pas ça. Il fallait en ce moment-là que des voix s'élèvent, et heureusement des voix se sont élevées. Nous avons eu les guides religieux, nous avons eu la société civile, et nous avons eu des médiateurs qui ont dit arrêtez, il faut que ça s'arrête, et qui ont lancé ces appels de tous les côtés à tous les protagonistes pour baisser la tension. Et je dois vous dire ici que le M2D n'a même pas attendu. D'ailleurs, ceux qui vous disent que le M2D aurait fait ceci ou cela ont totalement tort, puisque le M2D a été le premier à appeler la société civile, à appeler à toutes les chaînes de télé et de radio en disant il faut que l'État arrête ce complot parce que ça ne mène pas à bon port. Lorsque la violence était devenue excessive, nous avons été également les premiers à aller voir tous les acteurs pour leur dire parlez, faites de la médiation, parlez, y compris au président Macky Sall, des preuves sont disponibles et nous les livrons également
Nous avons été leur dire à des acteurs de la société civile, s'il vous plaît, allez voir le président Macky Sall, dites-lui d'arrêter ça. Il peut l'arrêter. Il n'est pas trop tard pour le faire. Les leaders religieux nous ont entendus. Ils ont mené une médiation que nous saluons. Nous les remercions pour leur acte. Cela a aidé à pacifier et à apaiser la tension. La preuve de notre bonne volonté, Mme Aïda Mbodj est ici, et tous ceux qui sont sur cette table étaient présents lorsque le Khalife général des Mourides nous a envoyé ses émissaires. Juste avant l'arrivée des émissaires du Khalife général, ça aussi c'est une preuve que vous devez connaître, nous vous en donnons ici les faits. Les 8, 9 et 10 mars 2021, le M2D avait appelé à des manifestations sur 3 jours successifs. Notre constitution nous permet de le faire. Nous n'avions violé aucun droit. C'était normal. Lorsque les médiateurs de la société civile, des guides religieux et autres sont venus nous voir pour nous dire « Vous avez le droit de vous rassembler pacifiquement, mais nous vous demandons de laisser tomber à cause de ce qui se passe », nous avons laissé tomber. Nous avons appelé les jeunes. Certains nous en ont un peu voulu parmi les jeunes en disant « Ce n'est plus le moment de s'arrêter. Il faut en finir avec ces gens-là, puisqu'ils ont dépassé toutes les bornes. » Nous avons refusé cela en leur disant « Nous sommes dans un État démocratique. En tout cas, c'est ce que nous battons pour qu'on l'ait. Nous avons une haute conscience de notre République et nous voulons qu'un président élu puisse terminer son mandat. Et si on doit le sanctionner, qu'on le fasse à des élections, mais qu'on ne déstabilise pas les choses. » Et nous avons accepté de laisser tomber. Par la suite, nous avions décidé de faire une autre manifestation le samedi 13. Lorsque le Khalife général Seigne Mountakha nous a envoyé ses émissaires, nous lui avons dit « Vous êtes notre père, vous êtes notre guide, vous nous demandez, nous faisons. Nous exécutons ce que vous nous avez demandé. » Nous avons laissé tomber, nous les avons reçus avec l'ensemble de ceux qui sont autour de la table et nous lui avons donné ça. En lui disant en contrepartie que ce qui nous tenait à cœur, qu'on lui mettait entre les mains nos revendications pour qu'il les transmette au président Macky Sall. Ce qu'il a bien voulu faire. Et vous savez, et nous savons, que depuis lors, le président Macky Sall n'a pas daigné exécuter ou respecter ses engagements. Nous avons fait notre part du contrat. Le Khalife, nous en avons la certitude, lui a dit tout ce que nous demandions, dont une bonne partie était à portée de main, parfaitement faisable. Une fois encore, il n'a pas tenu sa promesse faite au marabout et il est en train de jouer dans le dilatoire. Au moment où nous vous parlons, il y a encore des jeunes Sénégalais en prison. Nous en profitons pour le regretter, pour le dénoncer et pour attirer l'attention de toute la communauté internationale et nationale pour dire que aussi au Sénégal, des jeunes sont encore en prison parce qu'ils sont sortis pour manifester pour la démocratie et pour l'état de droit. Et lorsque tout ça s'est passé, lorsqu'on espérait que les choses allaient s'estomper, que la paix allait revenir, on a vu le pouvoir, les partisans de la coalition au pouvoir, sortir un peu partout, tenir un discours et un message de haine, un message de vengeance. Le président Macky Sall dit « Ce qui s'est passé, ça ne se reproduira plus jamais », dans un ton qui semble indiquer qu'il se prépare, qu'il est prêt. On l'a surpris, on ne le surprendrait plus. Il ne comprend pas qu'il ne s'agit pas de surprise. Il ne comprend pas qu'il n'avait pas besoin de le dire, puisque pour le peuple sénégalais, s'il ne pose pas les actes qui ont amené cette résistance n'aura plus lieu, n'aura plus besoin, n'aura plus lieu d'arriver. C'est parce qu'ils ont posé des actes inacceptables contre lesquels il fallait s'élever que les Sénégalais sont sortis. S'ils renoncent à cela et qu'ils respectent la démocratie et ses principes et l'état de droit et nos droits et obligations, évidemment, plus rien ne se passerait. Mais ce langage venant d'un président, d'ailleurs, aussitôt après sa sortie, on a vu certains de ces ouailles qui, pour la première fois, sont sortis du trou, allaient faire les chaînes de télévision et de radio et commencer à menacer les Sénégalais en disant qu'ils se prépareront et que la prochaine fois, ça ne se passera plus comme la première. Évidemment, nous leur disons simplement que tout acte qu'ils poseront la prochaine fois, on espère qu'il n'y en ait pas, mais s'ils le font, évidemment, comme je l'ai dit, ces pays et toutes les autres institutions seront là, mais le peuple sénégalais aussi saura faire face pour que force reste à la loi. Et la seule loi, évidemment, c'est la loi du peuple, parce que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et c'est ça seulement qui fait le pouvoir de la démocratie.
Enfin, on est arrivé à un point où il faut situer les responsabilités. Responsabilité de l'État et recours juridictionnel. Cette affaire Ousmane Sonko, ou affaire, vous êtes journaliste, vous pouvez qualifier cette affaire comme vous voulez, les événements de février-mars 2021 ou tout autre concept que vous voudrez bien utiliser, a confirmé la face hideuse et antidémocratique de celui qui assume la charge de président de la République du Sénégal. Sa face antidémocratique. Nous le regrettons fondamentalement et profondément. Lorsque tout le monde se battait en 2012 contre la candidature anticonstitutionnelle du président Abdoulaye Wade, personne ne le faisait contre Wade. Ça, personne. Nous tous qui étions dans la rue, nous aimons Wade. Nous l'aimons encore, parce qu'il représente ce qu'il représente pour nous tous. Mais lorsqu'il fallait sortir pour s'opposer à lui et à sa politique pour la démocratie et l'état de droit, personne n'a hésité à le faire. Parce qu'on avait placé le Sénégal au-dessus. Et le président Macky Sall, qui était dans ce mouvement-là avec nous, avait pris des engagements. Aujourd'hui, tous ces engagements ont été trahis. C'est le même qui disait que si Wade ne sort pas ou ne respecte pas, on le trouve au palais, on le déloge. Aujourd'hui, qui nous accuse de vouloir le déloger, alors que nous avons dit que personne ne bouge, laissez cesser le feu. Nous n'avons pas voulu poser un acte supplémentaire qui pourrait faire vaciller son régime. Et Dieu sait qu'à un moment donné, si les jeunes étaient restés dans la rue encore 48 heures, tout aurait pu se passer dans ce pays-là. Nous avons refusé cette éventualité. Donc il ne pourra pas, ou nul parmi eux ne pourra nous donner des leçons de morale, ou des leçons de paix, ou des leçons de démocratie. Ils nous ont déçus par leur posture antidémocratique. Et c'est fait, ce qui s'est passé en est la manifestation ou l'illustration irréfutable. Le projet qu'ils ont eu de mettre un terme au projet démocratique par lequel ils sont arrivés au pouvoir en 2012 est éventré maintenant. On sait qu'ils ont déjà posé des actes depuis 2012, mais ils n'ont toujours pas renoncé à le faire. Mais ce qui a changé entre-temps, c'est que le peuple sénégalais et l'ensemble des acteurs de l'opposition, des mouvements citoyens et de la société civile a fini de montrer sa détermination pour faire en sorte qu'il y ait un avant février-mars 2021 et un après février-mars 2021. Plus aucune stratégie, plus aucune manipulation, plus aucune démarche, acte ou posture de leur part tendant à manipuler, à tordre le cou à la démocratie ou à l'état de droit ne sera plus toléré. Et le peuple sénégalais fera face par tous les moyens légaux qui seront disponibles. Et nous invitons toute la communauté internationale, tous les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora à se mobiliser avec nous pour sauvegarder la démocratie acquise de haute lutte. Avant Macky Sall, des Sénégalais avaient perdu la vie pour le projet démocratique. Des Sénégalais continuent de se battre pour le projet démocratique. Nous n'accepterons pas de retourner en arrière. Nous considérerons les acquis que nous avons pour que notre démocratie soit encore plus forte et le peuple est déterminé à le faire. Mais nous ferons aussi en sorte que toutes ces vies perdues ne soient pas vaines. Ces jeunes qui sont sortis pour manifester, vous l'avez vu, la plupart d'entre eux avaient le drapeau national dans la main. Nous n'inventons rien. Beaucoup de jeunes dans la rue chantonnaient l'hymne national du Sénégal pour montrer que ce sont des patriotes qui se battaient pour leur République. Ce sont des citoyens, ce sont des républicains. Certains sont tombés, touchés par des balles, et ils avaient le drapeau. Vous avez vu l'image des Parcelles Assainies, qui a fait le tour du monde. Un jeune qui mord avec le drapeau national en main ne peut pas être un antidémocrate ou une force obscure ou un rebelle. Non. C'est un Sénégalais qui avait un idéal et qui venait d'être assassiné. Et cela ne se passera plus dans ce pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le M2D à Bignona a lancé un acte politique extrêmement fort auquel nous invitons le pouvoir, tout le régime en place. À Bignona, nous avons lancé le pacte
et c'est très important, le pacte pour l'unité nationale et pour la paix dans l'espace politique. Acte par lequel nous invitons le pouvoir et l'ensemble des partis d'opposition ensemble à faire en sorte de bannir de l'espace tout ce qui peut générer, susciter ou entretenir de la violence, d'où qu'elle vienne. Nous nous engageons aussi et invitons le pouvoir à s'engager avec nous, à faire en sorte que toute personne ou tout groupe de personnes qui susciterait ou encouragerait des discours de haine liés à l'ethnie, à la confrérie, à la religion, ou tout ce qui peut être de nature à diviser le peuple sénégalais, qu'on s'écarte de ces groupes ou de ces personnes. Nous nous sommes engagés à ça. Nous invitons le pouvoir à s'engager à ça. Mais nous avons demandé aussi au pouvoir, et nous lui avons dit clairement, que notre démocratie et nos droits ne s'éteignent pas. Nous allons continuer à manifester quand il le faudra, nous nous rassemblerons quand il le faudra, nous marcherons quand il le faudra, et nous ferons tout cela tout le temps en respectant les droits et la Constitution du Sénégal. Il leur appartient à eux de respecter aussi la Constitution et d'autoriser toutes les marches lorsqu'elles sont des marches pacifiques. Et c'est cela que nous voulons aussi dire aux Sénégalais et le dire au président Macky Sall. Au total, et pour finir, tout ce que nous venons de dire, que vous verrez dans ces documents, que vous verrez, dont vous verrez les preuves dans toutes les annexes que nous vous livrons, nous amène à la conclusion simple et irréfutable que la responsabilité du président Macky Sall est en jeu dans tout ce qui s'est passé dans ce pays. C'est le chef suprême des forces armées, il est le président de la République, il lui appartenait à un moment donné de pacifier ce pays, il lui appartenait à un moment donné de retenir ses partisans, de les amener à respecter les lois de ce pays. Il a fermé les yeux, il les a laissés faire, il les a encouragés, il a entretenu ce qui s'est passé. Donc il est le responsable de tout ce qui s'est passé, y compris les vies humaines que nous avons perdues. Nous sommes donc déterminés à rendre justice à ces victimes et à nous rendre solidaires, nous l'avons déjà dit, et nous avons été à Bignona pour ça, de toutes les familles qui ont perdu des enfants, de tous ceux qui sont blessés, ont été mutilés, je l'ai dit quelquefois même éborgnés, nous ne les oublierons pas. Nous avons déjà beaucoup fait pour eux, vous le savez, lors d'une des conférences de presse du M2D, nous avions dit que nous avons mobilisé près de 46 millions de francs CFA que nous avons utilisés pour aider les familles des victimes, aussi les blessés pour les prendre en charge dans les différents hôpitaux pour l'achat des médicaments et des ordonnances et du reste. Nous sommes donc décidés à poursuivre les auteurs et les commanditaires de ces actes, puisque les preuves sont à portée de main, en particulier l'État du Sénégal, devant toutes les juridictions nationales, régionales et internationales. Des plaintes ont été déjà préparées. Vous vous souvenez que dès la survenue de ces événements, nous avions lancé différents appels aux Sénégalaises et Sénégalais en disant que tous ceux qui avaient des preuves, des vidéos et des images devaient les envoyer à la Cour pénale internationale, à Human Rights Watch, à Amnesty, à toutes les institutions de défense des droits de l'homme. Cela a été fait. Ces institutions ont reçu énormément d'informations venant du Sénégal. Mais pour le cas de la Cour pénale internationale, pendant que nous avons lancé cet appel, il y a un groupe, et ça il faut le saluer aussi, c'est cette forme de diversité des luttes et des engagements de Sénégalaises et de Sénégalais. Il y a un collectif de Sénégalais de la diaspora et de l'intérieur qui s'est constitué spontanément, qui a monté une plainte en bonne et due forme, très bien faite, respectant tous les standards de saisine de la Cour pénale internationale et qui a saisi la Cour. Nous ne les connaissons même pas, en tout cas le M2D ne les connaît pas. Mais le M2D voudrait leur dire que nous les encourageons, nous soutenons leur démarche et nous leur tendons la main et sommes prêts à leur donner toutes les informations dont nous disposons afin qu'elles puissent continuer le travail qu'ils sont en train de mener pour l'intérêt de tout le peuple sénégalais. Ce travail sera poursuivi ici au Sénégal aussi pour faire en sorte que l'État du Sénégal respecte son engagement à indemniser les familles des victimes. C'est un des points de la plateforme que nous avons donné au Khalife général Serigne Mountakha Mbacké.
en demandant à l'État de réparer, de donner des réparations et d'indemniser les familles de tous ceux qui ont été blessés et tous ceux qui ont perdu la vie. Et nous allons continuer à insister sur cette demande pour que l'État du Sénégal finisse par assumer ses responsabilités. Enfin, pour ceux qui en doutaient encore, nous exigeons, le M2D exige que le dossier dont nous parlons, ces événements, le dossier judiciaire, l'affaire Ousmane Sonko, comme j'ai dit tout à l'heure, fasse l'objet d'un traitement judiciaire rapide, diligent, impartial et honnête. Le protagoniste, le principal, est ici. L'ensemble des acteurs membres du M2D sont ici et tous les autres qui ne sont pas là sont d'accord avec nous. Cela a été notre demande depuis toujours. Qu'il y ait un procès juste, qu'il y ait un procès équitable, qu'il y ait un procès impartial pour que la vérité éclate. Et la vérité, en tout cas, nous, notre narratif nous le montre, les preuves nous le montrent, que si on va en procès, on verra tout de suite que tout ceci n'était qu'un tissu de montage et ça va se dégonfler comme un ballon de baudruche. C'est cela que nous voulions partager avec vous. Profitez simplement de votre présence encore une fois pour prier après Bignona, prier encore, prier toujours pour tous les jeunes qui ont perdu la vie, pour dire à leurs familles que le M2D et l'ensemble du peuple sénégalais se tient à leur côté, et pour dire aux jeunes qui sont encore en prison que nous ne les oublierons pas en prison. Nous continuons de travailler, d'œuvrer et de faire tout ce qui est à notre pouvoir pour les libérer. Et nous demandons au système judiciaire, nous demandons aux magistrats de nous aider dans cette volonté d'apaisement. Puisque nous sommes en train de tout faire pour que le pays soit stabilisé, il faut qu'ils nous aident et qu'ils libèrent ces jeunes afin qu'ils rentrent chez eux et que cette page difficile de notre pays soit tournée. Évidemment, on sait que le pouvoir est dans une stratégie. Cette stratégie qui avait déjà été déflorée, on va dire, nous en avons encore la certitude qu'il continue toujours dans cette pernicieuse démarche qui de toute façon est vouée à l'échec. Mais comme nous ne souhaitons pas qu'il fasse encore des erreurs qui pourraient déstabiliser encore ce pays ou amener les Sénégalais encore à sortir, nous les invitons à lever le pied et à laisser tomber tout ce qu'ils essayent de manigancer. Placer Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire est une chose. On l'a compris. Parce que dans le moment que nous vivions, peut-être qu'ils ne pouvaient pas du jour au lendemain décider que bon, il peut rentrer, plus rien ne se passe. Non. Ils ont posé un acte en disant contrôle judiciaire. Nous n'aimions pas ça, mais nous avons dit soit. Mais il est inacceptable que ce contrôle judiciaire soit une épée de Damoclès sur la tête d'un opposant politique. Il vient d'être empêché de se rendre à Lomé pour tenir une conférence internationale. Ça ne repose sur rien du tout. C'est totalement arbitraire. C'est illégal. On aurait pu réagir. Nous ne l'avons pas fait parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore des troubles. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils sachent raison garder et s'arrêter. Un acteur politique a vocation à faire ses tournées à l'intérieur et dans la diaspora. Nous allons vers des élections et il y en a d'autres après. Et nous n'accepterons pas qu'ils usent de subterfuges et de ficelles ou de stratégies pour le clouer au sol ou clouer n'importe quel autre acteur au sol. Nous avons vu ce qu'ils ont fait avec Karim Wade, nous avons vu ce qu'ils ont fait de Khalifa Sall, nous n'accepterons pas qu'ils en fassent la même chose aussi pour un autre opposant politique. C'est cela que nous voulions dire et dire avec force. Si cet État veut la paix, nous sommes les premiers à vouloir cette paix. Si cet État veut la stabilité de ce pays, nous sommes les premiers. Et l'État devrait, en tout cas Macky Sall, devrait être content et heureux d'avoir l'opposition la plus intelligente au monde. Elle a une opposition de paix et qui travaille avec sa tête, pas avec le cœur. Un État comme ça ou un régime comme ça devrait renforcer son opposition plutôt que d'essayer de l'anéantir. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que nous voulions vous présenter, en espérant que vous avez
donner vos adresses, vos téléphones, WhatsApp, pour que ce document vous soit envoyé. Le document sera transmis à qui voudra l'avoir, premièrement. Donc, il est destiné au peuple sénégalais. Et nous ferons en sorte que l'ensemble des Sénégalais puissent en prendre possession et le lire. Ce qui fait il est en français, il sera traduit en anglais, il sera traduit en arabe pour être donné à l'ensemble des guides religieux du pays. Il sera traduit en wolof et dans d'autres langues du pays. Ce document sera donné à toutes les missions diplomatiques qui sont ici au Sénégal. Nous comptons leur rendre visite tous pour leur dire ce qui s'est passé et leur donner notre version des faits. Nous allons envoyer ce document à toutes les institutions internationales, des Nations Unies, aux institutions de défense des droits de l'homme à l'international, mais nous allons aussi l'envoyer à la diaspora sénégalaise pour que dans le cadre de la diplomatie non gouvernementale, les associations sénégalaises qui sont à l'étranger puissent les faire parvenir aux ONG là-bas, aux partis politiques à l'étranger et à tout le monde pour qu'ils sachent ce qui s'est passé dans ce beau pays qui s'appelle le Sénégal et ce qui a mobilisé son opposition, qui veut faire en sorte que ceci ne se passe plus et ne puisse plus se reproduire. Voilà, mesdames et messieurs, je voudrais maintenant vous remercier au nom de mes collègues et camarades qui